Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 11 juillet 2025, il est 6h15. Et aujourd'hui, je vais essayer d'établir avec vous un biais daily. Je vais même essayer d'aller un petit peu plus loin en fait, parce que c'est vrai que je vois souvent revenir cette fameuse question, comment est-ce qu'on établit un biais daily? Alors c'est une question qui est un peu, alors elle n'est pas étonnante, elle est tout à fait compréhensible. Elle peut être assez frustrante parce que un biais daily, c'est pas une recette magique, c'est pas quelque chose que, comment dire, des personnes peut-être plus initiées ou plus expérimentées vont établir de façon sûre, certaine, de sorte à ce que s'ils le suivent, ils vont forcément se retrouver gagnants. Un biais, c'est un plan d'action dont le premier critère, le premier paramètre, ça va être la gestion du risque parce que évidemment, un biais, il peut être mauvais, il peut être mauvais, pas dans le sens où il va être mal établi, mais simplement, le prix n'ira pas dans le sens escompté ou dans le sens attendu. Donc, on va avoir des indices, on va essayer de se focaliser sur des présomptions, le fameux rasoir d'Occam, c'est-à-dire d'aller dans le sens de ce qu'il paraît le plus vraisemblable et essayer d'ôter de son biais tout ce qui va nécessiter trop d'explications qui ne sont pas pondérables, en gros. Donc c'est pas évident, mais on va essayer d'utiliser des outils. Les outils, on en a plusieurs. On a des outils statistiques, en l'occurrence des moyennes mobiles, par exemple. Donc les moyennes mobiles, c'est un bon outil. Ça a quand même l'inconvénient d'avoir souvent un peu de retard. Voilà. Une moyenne mobile, ça permet quand même de constater quelque chose, mais l'inconvénient des moyennes mobiles, même lorsqu'elles sont exponentielles, c'est qu'elles regardent le passé. Ça, c'est une première chose. On va pouvoir utiliser l'action du prix, bien évidemment, et on va regarder ça aussi. Et puis on peut aussi, pourquoi pas, utiliser d'autres outils statistiques qui peuvent être, par certains, qualifiés de loufoques. Mais ça, on s'en fout un petit peu, parce qu'ils soient loufoques ou pas, s'ils fonctionnent et s'ils ont fonctionné par le passé, bah, pourquoi ne pas les utiliser? Donc, un premier biais, je vais commencer par celui-là, comme ça on n'en parle plus, et puis on passe à autre chose. Ça va être celui-ci. J'y reviens tous les 28 jours, à peu près, hein. Mais montrez-moi combien de fois il n'a pas fonctionné. Alors, c'est arrivé, évidemment, mais la fameuse pleine lune, voilà la dernière, et voilà l'action du prix. On en a une ici, voilà l'action du prix, on en a une ici, voilà l'action du prix, on en a une ici, voilà l'action du prix, pareil, et on a parfois, effectivement, des contre-exemples, on en a eu un ici, voilà ici l'action du prix, pareil ici, pleine lune, voilà ce qui s'est passé ensuite, pareil ici, etc., etc. Et ça va fonctionner sur la plupart des assets à risque. Hein, si je vais sur le Nasdaq, c'est tout aussi éloquent. Bon, si vous ne croyez pas, bah, vous installez dans TradingView un indicateur qui s'appelle In Silico's Four Seasons et vous regardez par vous-même en fait. Moi j'ai des fichiers de backtest qui remontent pour Bitcoin en tout cas jusqu'à 2021 je crois. J'ai arrêté de faire les backtests mais j'étais à peu près à 80% d'occurrences positives. C'est-à-dire 8 fois sur 10, la pleine lune correspond à un influx haussier. Je dis pas que c'est une causalité, je dis pas que c'est parce qu'il y a la pleine lune que le prix monte, mais simplement 8 fois sur 10, lorsqu'il y a la pleine lune, les prix montent. Donc c'est une corrélation. Mais ça se trouve, ça n'a rien à voir. Et vous tomberez sur Internet sur des sites qui s'amusent comme ça à établir des corrélations qui sont complètement loufoques. Et on ne sait pas trop pourquoi. Des fois il y a des explications, des fois il n'y en a pas. Mais en tout cas, voilà, il y en a qui ont trouvé des corrélations entre le nombre de pizzas vendues dans certains restaurants et des conflits. Et bon, il y a des explications. Et effectivement, c'est que les gens, ils travaillent tard, ils restent dans les bureaux du Pentagone et qu'ils commandent des pizzas et que voilà. Donc bon, alors, des fois il y a des explications, des fois il n'y en a pas. Là, moi, clairement, j'en ai pas et je m'en fous un petit peu en fait. Mais par contre, cette corrélation-là, en soi, elle m'intéresse parce que je peux l'utiliser. Voilà, donc bon, ça peut éventuellement être un élément dont on peut se servir, dont vous pouvez vous servir, et il peut très bien y en avoir d'autres. Hein. Mais en l'occurrence, c'est vrai que moi, j'ai un calendrier, j'ai un agenda Google où j'ai installé des alertes qui me préviennent lorsque les jours de pleine lune arrivent. Et je sais que, a priori, sur les assets à risque, donc essentiellement sur Nasdaq, SP500, Bitcoin, et puis bah, globalement les cryptos, je sais que j'ai de fortes chances d'avoir un influx haussier. Donc je me pose pas de questions en fait. Hein. Bon maintenant, si on essaye d'être un peu plus rationnel, on va évacuer une autre question que moi j'utilise pas trop, si ce n'est pour automatiser certains modèles. Ça va être la conjonction de plusieurs moyennes mobiles, en l'occurrence une moyenne courte et une moyenne longue. Et on va considérer qu'à partir du moment où la moyenne courte
passe au-dessus de la moyenne longue, on est sur un biais haussier, et à partir du moment où la moyenne courte passe sous la moyenne longue, on est sur un biais qui est plutôt baissier. Et là, c'est pas compliqué, vous allez, toujours dans TradingView, dans les indicateurs, vous allez chercher un indicateur qui s'appelle EMAS, E-M-A majuscule, S minuscule. Il est ici, bon, j'ai déjà installé. Et là, on va établir un biais daily, donc on va se focaliser sur une time frame qui est en daily. Donc, je vais mettre ici en 1 jour. Moi, mon EMA courte, je la mets sur 9, et mon EMA longue, je la mets sur 18. Donc 9 jours, 18 jours, et c'est une moyenne exponentielle. Exponentielle, ça veut dire que les périodes les plus proches ont plus de poids, d'accord? Donc là, si j'ai par exemple une EMA à 9 périodes, donc la dernière période a plus de poids, l'avant-dernière un peu moins, etc., jusqu'à 9. Et la 9e période est celle qui aura le moins de poids. Donc une moyenne exponentielle. Voilà, et après, vous l'affichez. L'avantage de cet indicateur, c'est qu'il va rester en daily si vous lui dites de rester en daily. Vous voyez ici, je l'ai mis sur 1 jour, sinon je peux très bien le mettre si je le mets sur graphique, c'est-à-dire qu'automatiquement, la moyenne, elle va se mettre sur des périodes qui correspondent à votre graphique, à la time frame de votre graphique. Si vous êtes en 1 heure, ce sera des périodes de 1 heure. Donc là, je la laisse en 1 jour, d'accord? Et par exemple, si j'affiche une charte en 1 heure, vous voyez que je vais n'afficher que ça, parce que sinon on ne verra plus rien. Voilà. Et donc, vous voyez bien que la moyenne courte, la MA9, elle est bien au-dessus de la moyenne longue, la MA18. Mais ça permet aussi de constater que c'est pas parce qu'on a un biais haussier, grâce à cet indicateur, en l'occurrence la conjonction de ces deux moyennes, qu'on n'aura pas à l'intérieur des flux baissiers. Mais simplement, cet indicateur nous permettra de faire le postulat que tout flux baissier, tant qu'on a la moyenne courte au-dessus de la moyenne longue, a plutôt vocation à aller vers un rééquilibrage haussier. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à acheter tout ce qui baisse et après à vendre des profits sur des points qu'on aura décidé. Voilà. Bon, ça c'est une première chose. Il y en a d'autres. Bon, après, chacun va utiliser un peu ses indicateurs préférés. Mais en l'occurrence, ça c'est plutôt simple. C'est simple à installer, c'est simple à mettre en place et surtout c'est simple à voir. Voilà. On le voit bien ici. On voit bien qu'ici, par exemple, là je suis sur une charte en 1 heure. Que là, on a bien eu ici le croisement de la MA courte sous la MA longue, et que là, on est plutôt passé vendeur, effectivement, c'est ce qui s'est passé, et qu'à un moment donné, sur ce point-là précis, et ça permet de constater à quel point cet indicateur peut avoir du retard, parce que regardez ce qui s'est passé avant que les moyennes exponentielles se croisent, on a eu quand même, avant, le fameux break de structure. L'action du prix nous aurait enjoint ici à rentrer sur ce displacement, alors que le changement de dynamique sur les moyennes mobiles nous aurait indiqué de passer acheteur beaucoup plus haut. Donc voilà, il y a une latence. Ça, il faut vraiment l'accepter. On voit qu'ici, la moyenne courte, elle est passée au-dessus de la moyenne longue. Donc là, on est sur un flux acheteur. Que là, elles sont venues se titiller, qu'elle est légèrement passée en dessous et qu'elle est repassée au-dessus. Et voilà maintenant où on en est. Donc là, je suis sur le CME. Donc là, il me dit quoi ce biais grâce aux moyennes mobiles? Il me dit là qu'on est sur un flux acheteur, qu'on est sur un biais haussier. Ça, c'est une chose. Maintenant, si on s'amuse à regarder un peu ce qui se passe sur d'autres assets, si on regarde sur le Nasdaq, on voit qu'on est également sur un biais haussier. Et ça, depuis un moment, depuis avril 2025. Ça n'a pas empêché, durant toute cette période, d'avoir des influx baissiers, évidemment. En tout cas, globalement, la tendance daily, que j'affiche ici sur une charte en 1 heure, on voit bien qu'on est ici sur un flux haussier. Si je l'applique sur l'or, sur l'or, c'est un peu moins évident. Assez étonnamment d'ailleurs, mais on voit qu'on est quand même longtemps resté sur un flux haussier, que là, ici, on a eu un croisement de la moyenne courte, un recroisement, et on va revenir dessus, mais ça matérialise quelque chose dont je vous ai déjà parlé et dont on va parler un petit peu aujourd'hui. Si je regarde sur Euro-USD, on voit que l'euro est actuellement pareil sur un flux, un biais haussier. On voit bien ici qu'on a une divergence baissière et que là, les moyennes mobiles sont en train de se rapprocher. Mais pour l'instant, la moyenne courte reste au-dessus de la moyenne longue. Voilà, donc le deuxième outil que vous allez pouvoir utiliser. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas. Je l'utilise seulement pour automatiser certains bots parce que j'ai besoin de conditions préalables à certaines entrées en position sur certains bots. Et auquel cas, moi, je vais mettre comme condition préalable si la moyenne courte est au-dessus de la moyenne longue, alors, etc., etc. Mais sinon, je ne m'en sers pas. Voilà une première chose. Alors, l'action du prix. L'action du prix,
pour établir un biais, en fait, admettons que moi je trade en 5 minutes. Alors je vais peut-être pas rester sur le CME sur Bitcoin parce que c'est pas vraiment un asset qui se trade sur le CME, en tout cas dans cette time frame, c'est pas très très liquide. Donc on va plutôt aller regarder sur Binance. Si je veux trader par exemple en intraday, en 5 minutes, voire même en 15 minutes, même pourquoi pas en 1 heure, si je veux chercher à entrer à l'achat ou à la vente sur ce genre de time frame, qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'établir un biais daily, voire même pourquoi pas weekly. Et donc, les modèles que vous allez employer, par exemple en 5 minutes, qui sont les modèles que vous connaissez, les modèles 2022, les modèles les Power of 3, etc., ce sont des modèles que vous allez pouvoir appliquer sur des time frames plus hautes. Donc ça peut être daily, weekly, pourquoi pas même monthly. D'autres préfèrent aller regarder le 3 jours, qui est une time frame qui est souvent intéressante, voire pourquoi pas le 2 semaines. Et là, je passe un petit coucou à mon ami Slashcoin. En fait, vous allez regarder dans ces unités de temps, quelle est la dynamique et qu'est-ce que vous pourriez envisager comme position dans ces unités de temps. Par exemple, si je suis en daily, alors là, je suis sur le Bitcoin, c'est un peu particulier, parce que là, je vais me référer au mentorat 2023 de ICT, et il l'explique, alors je pourrais pas vous donner l'épisode exact, je l'ai noté quelque part, mais je l'ai pas sous la main. En gros, lorsqu'on est en price discovery, ce qui est le cas là sur Bitcoin, on vient de passer un nouvel ATH, a priori, le biais, il est haussier jusqu'à preuve du contraire. En fait. Voilà, c'est l'enseignement qu'il nous donne. Et lui, c'est ce qui s'applique, c'est-à-dire que lorsqu'on est en price discovery, le biais est haussier jusqu'à preuve du contraire. Et ça serait quoi la preuve du contraire? En échelle daily, ça serait quoi? Ça serait par exemple, ici, un MSS en daily, un break de structure, avec un displacement baissier. Alors, je vais prendre je vais mettre en replay, ce sera plus simple, on va regarder un peu ce qui s'est passé par le passé, là ici, au mois de mai par exemple sur Bitcoin. On va se mettre en replay, voilà, on est ici, on est bien en price discovery, donc le biais il est haussier, on est d'accord. Donc là pour l'instant, moi si je suis ici en intraday, je vais aller regarder, chercher des positions qui seront acheteuses. Mais à un moment donné, voilà ce qu'on va avoir ici. On va avoir une bougie baissière, alors là elle n'a pas clôturé, on va attendre sa clôture. Et ici, on a un immediate rebalance. Donc pour l'instant, par contre, vous voyez qu'on n'a toujours pas ici d'inefficience baissière. Donc là, ici, on reste toujours sur un biais haussier. On voit ici une consolidation. Donc là, on reste encore sur un biais haussier. Consolidation encore. Là, on est sur un CRT. On voit qu'on est contraint dans les bornes de cette bougie daily. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que là, on observe sur cette bougie baissière une prise de stop, et le jour d'après, là, on a une inefficience. Et là, ici, grâce à cette charte qui est en daily, là, qu'est-ce que je vais pouvoir constater? Que on a effectivement bien un displacement baissier, qu'on a un order block qui a été constitué, avec ici un FVG. Et voilà, donc là, moi, si je vais en 5 minutes, et que je suis en intraday, ici, je vais pouvoir me constituer un biais qui est baissier, et qui va consister à essayer de passer vendeur au retest de cette inefficience daily. Je continue, là je reste sur un biais qui est baissier, et là ici mon postulat, jusqu'à preuve du contraire, c'est que on va, malgré ici une bougie haussière en daily, en intraday, je vais plutôt essayer de me focaliser sur le retest de cette inefficience pour aller chercher une position, là voilà, vendeuse. Et si je regarde bien, on est bien venu retester ici en 5 minutes cette imbalance. Et ici, en intraday, en 5 minutes, voire même en 1 minute, ou en ce que vous voulez, là, moi, ça va plutôt être l'occasion de chercher une position vendeuse, soit simplement au retest de cette inefficience, soit je me mets en recherche de, comme par exemple ici, un market structure shift, ou tout simplement même un order block, ça peut suffire. Ici, on en avait un, on voit bien, ici, cette bougie est un order block, cette structure ici est un order block. On a bien un FVG ici, donc modèle 2022. Hop, je me place ici, je passe vendeur au retest de cette inefficience. Et après, par exemple, je sors de position au retest de ce swing low. Par exemple, voilà. Donc là, je suis en daily et là, je travaille sur mon biais baissier. Continue un petit peu. Voilà, toujours baissier, encore baissier, vous voyez? Donc là, c'est ça, c'est cette dynamique ici en daily qui va me permettre d'établir un plan d'action sur des petites unités. Et ensuite,
toujours dans cette logique d'action du prix, en daily, je pourrais très bien me dire, ah, là, par contre, on a atteint un point d'intérêt qui est majeur, qui est ici un fair value gap en daily. Il a été retesté, il a été même retesté jusque dans la zone de son mean threshold, c'est-à-dire de son axe central, on voit ici. Donc là, pour l'instant, on n'a pas eu d'autre inefficience, mais par contre, à partir du moment où je viens retester ce fair value gap ici, et que je suis dans la constitution, par exemple, d'un BPR, là, je vais pouvoir repasser haussier. On va attendre ce que ça va nous donner. Voilà une deuxième bougie haussière, troisième bougie haussière. Pour l'instant, on n'a pas de réel displacement. On a vraiment, en daily en tout cas, évidemment, si je regarde en 1 heure, je vais en trouver les displacements. Mais en daily, j'en ai pas. Par contre, voilà. Et là, ici, on a la constitution d'un FVG, un order block qui est haussier sur cette dernière bougie, suite au retest de cette inefficience. Donc effectivement, ici, je vais repasser haussier. Et je vais repasser haussier, c'est-à-dire que tout retest de cette inefficience ici, en 5 minutes, ça va être pour moi l'occasion de chercher des positions acheteuses. Voilà, ici, on a un retest. En 5 minutes, qu'est-ce que ça va me donner? Le voilà, ce retest, il est là. Et donc là, ici, en 5 minutes, pour moi, toute inefficience haussière va être l'occasion de chercher des positions acheteuses. Donc bien évidemment, un biais, c'est pas ça, c'est pas une garantie. C'est absolument pas une garantie, c'est une lecture de l'action du prix. Évidemment, à chaque fois, on va gérer son risque, on va avoir un bon money management. Donc si le biais nous donne raison, tant mieux. S'il ne nous donne pas raison, tant pis. Et puis on recommence. Donc moi, c'est ce que je vous encourage à faire. Donc là, aujourd'hui, c'est un biais qui est un peu particulier parce que je ne vous donne pas mon biais. En l'occurrence, bon, je vous ai quand même donné quelques éléments d'information. En l'occurrence, que ce soit sur Bitcoin, sur le Nasdaq, on est sur des zones de découverte de prix. Donc a priori, et si on applique un peu les conseils de Huddleston, la découverte de prix, a priori, sauf avis contraire, sauf élément contraire, indice contraire, c'est haussier. Ça va plutôt nous enjoindre à avoir un biais haussier. Maintenant, juste une petite parenthèse avant de terminer cette vidéo. Donc, je vais sortir du mode replay. C'est quelques points d'attention quand même, notamment alors sur Euro-USD. On voit ici que en daily, on assiste à un petit retracement, mais on voit qu'on n'a pas de réel displacement. Ça, c'est une première chose. Donc, moi, actuellement, là, évidemment, on voit bien que là, la dynamique, elle est plutôt haussière. Mon biais privilégié, ce serait plutôt que on a ici une confluence entre ce breaker ici, daily, haussier, et on a plusieurs inefficiences. On en a une ici et une un peu plus haut. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment d'influx franc baissier, moi, mon biais, ce serait plutôt qu'on vienne retester un peu plus haut ici, cette zone sur l'euro-USD. Alors, ce sera peut-être pas le cas, peut-être que le prix va venir transpercer ici cet order block et que on va aller sur un flux baissier, mais pour l'instant, c'est plutôt mon biais privilégié. Évidemment, comme toujours, je vais regarder la dynamique du dollar. Là, on peut observer qu'on a un début de market structure shift ici, en daily en tout cas. En 1 heure, on a dépassé le stade du début. On voit bien que là, ici, on a une succession de higher low, higher high. Donc là, on est dans une dynamique haussière en H1, mais pour l'instant, en daily, c'est pas encore le cas. Ça deviendra un break de structure à partir du moment où on viendra franchir le plus haut de cette bougie sur les 99,4 points. Ça, c'est pour euro-dollar. Et pour le gold, faut vraiment faire très très attention parce que là, on est sur une compression. On le voit très bien ici. Donc moi, actuellement, je ne m'engage pas là sur le gold. J'ai très envie de le faire, mais je ne le ferai pas parce que là, c'est vraiment, voilà, là, c'est quand même assez éloquent, hein. On est sur une compression du prix et j'ai matérialisé ici les bornes, on est sur un CRT weekly. On voit ici la bougie de la semaine dernière et pour l'instant, l'action du prix. Le prix, il est contraint entre les deux bornes. Donc, moi, sur le gold, actuellement, je serais plutôt enclin, en fait, à attendre qu'une de ces deux bornes ici soit franchie. Et après, là, peut-être probablement qu'il y aura des choses intéressantes. Mais là, actuellement, ça ne me chauffe pas des masses, en fait. Pour moi, ça me paraît compliqué d'engager un setup ici qui soit dans le registre de la très haute probabilité. Donc pour l'instant, je préfère attendre. Voilà, bon, j'espère que ça vous sera utile. Là, j'ai essayé de vous donner quand même des éléments assez factuels et assez précis qui vont, alors j'espère vous servir pour aujourd'hui, mais mettez-la de côté cette vidéo et j'espère que ça vous servira pour les sessions suivantes pour établir un biais. Il y a plein d'autres façons d'établir un biais et chaque trader vous donnera des méthodes qui peuvent être différentes.
voilà la mienne en l'occurrence. Moi, je fais pas grand-chose de différent de ce que je pourrais faire en 5 minutes, mais je le fais en daily et ça va être ça mon plan d'action. Et éventuellement, euh, et ça, certains le font et j'ai aucun problème avec ça. Vous avez d'autres éléments assez factuels qui peuvent être par exemple la lecture de l'order flow, des niveaux de liquidation par exemple. Donc là je suis sur CoinGlass. Moi personnellement je ne les utilise pas. J'ai jamais réussi à dégager de modèles vraiment efficients grâce à ces datas-là. Certains se servent des data on-chain, par exemple sur Glassnode ou de ce genre de plateforme. Je n'utilise pas non plus. Mais je dis pas qu'il faut pas utiliser. Et je suis persuadé que certains arrivent à dégager des modèles profitables à partir de ces données-là. Moi, c'est pas mon cas. Enfin, en tout cas, j'en ai pas besoin. Donc, je trouve que ça complexifie le trading d'une façon qui est pas utile, de mon point de vue. Mais si vous avez de bons résultats, faites-vous plaisir, allez-y sans problème. Allez, bonne journée.